Après la pluie, ce n'est pas le beau temps au Sénégal. Les populations de Boune, unité 13 de la commune de Keur Massar, peuvent en témoigner. Elles crient leur désarroi. Plusieurs maisons de la localité sont submergées par les eaux pluviales. Elles réclament des motopompes pour l'évacuation dans les plus brefs délais des eaux pluviales qui hantent leur sommeil. À Kaolack, des quartiers comme Touba, Ndorong, Extension, Gawan et Sam en proie aux inondations. Les populations vivent en véritable calvaire et les sinistrés pointent du doigt les bassins de rétention érigés à côté son système de canalisation. On voit cela dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé et Faligay. Des eaux pluviales partout dans les rues de Khakoun devenues marécageuses. Les enfants se baignent pendant que les adultes patauchent dans les maisons à l'intérieur du quartier, non loin des bassins de rétention. Les habitants sont tous chassés de leurs maisons par les eaux pluviales. Chaque année, c'est comme ça. C'est le triste sort qui nous est toujours réservé. Nous sommes encore sortis. Vous voyez là-bas, les propriétaires de ces maisons-là ont accepté encore d'accueillir des sinistrés qui ont tout perdu. Regardez tout autour de ces maisons-là qu'on voit, ils sont tous sortis. Il n'y a rien du tout. Mais vraiment, c'est désolant, quoi. À côté des maisons, des ateliers sont également inondés. Dans cette menuiserie, le matériel est sous les eaux. Les ouvriers qui ne travaillaient plus sont dans le désordre. Les bassins de rétention et les travaux de canalisation entamés depuis presque un an n'ont quasiment pour le moment rien changé de la situation. Ce sont les bassins qui ont aggravé la situation. Les eaux qui proviennent de tous les quartiers environnants, comme Gawan, Okas et ailleurs, viennent se déverser ici. Tout notre mal est causé par les bassins. Des bassins qui ne sont pas connectés à des canaux d'évacuation ne peuvent produire. À Saint-Louis, plusieurs quartiers ont également été inondés suite aux pluies intenses enregistrées ces dernières 24 heures. Des quartiers donc étaient dans les eaux et les populations demandent aux autorités locales d'intervenir pour permettre à des centaines de familles de retourner dans leurs maisons. Suivons ces réactions au micro de Seynou Diop et Habib Sek. On souffre beaucoup à cause des problèmes de l'inondation. Toutes les maisons sont inondées et il n'y en a même pas d'espace pour passer. Donc ça fatigue les gens, la population. Et l'inondation, l'eau est très sale. Ça cause encore d'autres maladies et d'autres infections. Donc ça ne nous arrange pas. Donc on demande au gouvernement de nous venir en aide pour qu'on puisse résoudre ce problème afin qu'on puisse aller de l'avant. Sinon que ce côté-là, le problème d'inondation, ça n'arrange personne. Nous avons des difficultés. L'eau est partout dans les quartiers. Les maisons sont inondées. À Guinaw-Rail, on vit le calvaire. C'est comme si la mairie nous a oubliés. Personne ne se préoccupe de nos difficultés. Tout le quartier est inondé. Voilà, Chérif, quand on voit ces images, on a l'impression que la situation est la même partout ailleurs. C'est vraiment déplorable qu'on en soit à ce stade après tout ce qui a été fait ou annoncé pour les inondations. Oui, notamment le programme décennal de lutte contre les inondations qui a été lancé en 2012 à l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall. Donc 700 milliards de francs CFA avaient été annoncés. Maintenant, après 8 ans d'exécution, c'est la raison pour laquelle on aura le plaisir tout à l'heure de recevoir Seydou Diouf pour en parler, parce qu'il y a beaucoup de quartiers quand même qui patauchent dans les eaux, en banlieue dakaroise, mais à l'intérieur du pays. Vous avez vu les images de Saint-Louis, de Kaolack, et même des routes coupées, on a vu. Et puis des images un peu spectaculaires, des gens qui prennent même des pirogues pour circuler dans les rues de certaines villes. Donc il y a lieu également d'évaluer cette politique de lutte contre les inondations, notamment en termes d'assainissement. Alors ça craint, alors qu'il nous reste minimum un mois encore d'hivernage. Et l'ANACIM annonce d'autres pluies. Cette année quand même sera une année très pluvieuse. Donc le mois de septembre, comme disent les Wolofs, ça tombe. Il faut s'attendre à d'autres pluies quand même. Nous restons à Saint-Louis avec le chavirement de la pirogue de Rennes dans la région qui avait fait 3 morts mardi dernier. Hier, 2 corps ont été retrouvés
Et les recherches se poursuivent pour retrouver le troisième corps. La pirogue avait à son bord 5 pêcheurs, dont 2 qui ont été sauvés. Il s'agit du piroguier et d'un garçon et 3 personnes, donc, comme on l'a dit, avaient perdu la vie dans cet accident. Des informations de notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. Après son premier cas de Covid-19, l'île de Gorée s'attend à un renforcement du dispositif mis en place qui n'a pas permis d'épargner la ville de la pandémie. Le décor n'est plus le même à Gorée, plus de visites à la maison des esclaves, les restaurants et les maisons d'hôtes maintiennent leurs portes fermées. Reportage à Lille signé Mohamed Samb et Yaya Diallo. Ay mbedd yu wéetu loolu restaurant yi ci wàllu boppam dañ ko tëj mu nekk benn jumtukaay boo xamante ni si juróom benn weer ngi ni ñu teg ko ngir mun a mucc ci mbas mi waaye terewul. Toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version. Retenez qu'en Gambie, le président Barrow prolonge l'état d'urgence et le couvre-feu de 21 jours supplémentaires. L'extension comprend des modifications de la réglementation sur les écoles, les lieux de culte et des sanctions pour violation du couvre-feu nocturne. Un mot de sport avec la convergence pour le renouveau du basketball sénégalais qui apporte la réplique suite à la traduction au conseil de discipline de 4 de ses membres par la Fédération sénégalaise de basketball. Une tentative d'intimidation au club qui ne passera pas, selon Ndiaga Matar Ndiaye, qui accuse l'instance fédérale d'être dans une logique électoraliste en ce moment. Je propose de l'écouter. Elle est empreinte de malhonnêteté, très sincèrement, parce que le président Tandian de Saint-Louis Basket Club, qui était en contentieux avec la fédération, a été bel et bien jugé de façon très expéditive par le bureau fédéral en plein Covid. Vraiment, là où la pandémie était à son pic, quoi. Donc, c'est pour moi, pour eux, un moyen de dissuader les clubs de rejoindre cette réflexion. Ils nous qualifient de structure parallèle, ce qu'on n'est pas du tout. On ne voudrait pas que notre nom soit sali dans des histoires de sanctions parce qu'on n'a rien fait qui vaille d'être sanctionné. Quand on sanctionne les gens parce qu'il faut mettre ensemble pour réfléchir, dans quel pays on est? On est dans un état de droit. Et cette missive qu'on a vue reflète réellement les intentions. Quand le président de la fédération ou son secrétaire général, parce que quand le secrétaire général adjoint envoie une missive, c'est parce que le président l'a autorisé. Quand ils comparent, ils disent que voilà, c'est 5 clubs contre 102, ils sont dans une logique purement électoraliste. Donc, quand on leur disait de ne pas toucher au texte pour un 3e mandat, là, c'est un aveu de taille qu'ils viennent de faire. Quand on demande la reddition des comptes, voilà tout à coup que dans la même missive qui menace de suspendre des gens, on voit des promesses de subventions au club. D'où viennent ces subventions? On disait tantôt, on nous disait que les caisses de la fédération étaient vides. On peine à avoir le bilan de l'Afrobasket. Ne serait-ce pas un subterfuge pour justifier justement l'argent qui a été mobilisé pendant l'Afrobasket? Ben, on se pose des questions. On continuera de se poser des questions, on continuera de réfléchir. Et je pense que personne ne peut nous en empêcher parce que c'est un droit consacré, c'est le bâton ou la carotte. Franchement, c'est pas ce qu'on attendait de cette équipe fédérale quand on les a élus. Et maintenant, nous prendrons toutes nos responsabilités vis-à-vis de ça. L'actualité internationale avec vous, Modofal. Le Mali, les chefs d'État de la CEDEAO vont se pencher sur la durée de la transition ce vendredi lors d'un sommet extraordinaire. Le deuxième donc sommet des chefs d'État, Cheikh Tidiane Diaw, se tient aujourd'hui même, ce vendredi, la durée de la transition, l'un des enjeux de la réunion virtuelle des chefs d'État de la CEDEAO, un sommet qui se tient dans un contexte où la junte a libéré Ibrahima Boubacar Keïta. Selon la RFI, l'organisation africaine semblerait accepter une transition d'une année. La junte, elle, ne veut pas précipiter les choses. C'est qu'elle souhaite une transition bien réfléchie. Nous écoutons le colonel Wagué. L'action qui a été posée, c'est au bénéfice du peuple. Nous ne sommes pas venus pour rester au pouvoir. On n'est même pas intéressé par ça. On ne sait même pas le faire. Voilà pourquoi on s'entoure de tout le monde pour essayer d'avancer rapidement. On veut la transition la plus courte possible. Mais nous ne voulons pas faire un travail inachevé et retomber dans les situations précédentes. Ça, c'est hors de question. Si nous sommes venus pour apporter une solution de façon définitive, avec l'aide de tout le monde, nous allons nous assumer en faisant ça. Quel que soit ce qu'on va dire. Mais nous n'allons pas faire aussi quelque chose à la va-vite pour créer des problèmes après la fin de la transition. Que ce soit clair dans la tête de tout le monde.
Ça, c'est notre objectif. Mais une fois la transition terminée, le régime démocratique, avec les nouvelles élections générales mises en place, vous n'allez plus entendre parler de nous. Nous allons rejoindre nos casernes et nous allons reprendre ce que nous savons faire et quitter définitivement la scène politique. Colonel Wague est donc membre du CNSSP, Comité national pour le salut du peuple. Ibrahima Boubacar Keïta a été libéré dans la nuit donc, du mercredi au jeudi par la junte militaire. L'ex-président malien a regagné son domicile hier. Les détails avec Thioro Mbarniaï. Le président malien a été remis en liberté dans la nuit de mercredi à jeudi par la junte militaire. C'est aux alentours de 3 h du matin que Ibrahima Boubacar Keïta a été ramené par des éléments des forces spéciales maliennes à sa résidence de Sébéni-Koro, laquelle est sécurisée par la junte. La CEDEAO a été en première ligne dans les négociations pour la libération de l'ancien chef de l'État malien. Durant toute la journée du 26 août, son représentant à Bamako, Amidou Bolich, a ainsi été en contact avec les putschistes du Comité national pour le salut du peuple, afin de les inciter à libérer Ibeka avant la prochaine réunion des chefs d'État de la sous-région, prévue ce 28 août. Rappelez que quelques jours plus tôt, les émissaires de la CEDEAO, menés par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, avaient pu rencontrer Ibeka sur son lieu de détention en présence des colonels du CNSP, puis en leur absence. À chaque fois, Ibrahima Boubacar Keïta leur avait assuré ne pas imaginer revenir au pouvoir. L'ancien président se disait même soulagé et affirmait qu'il était bien traité et respecté par les putschistes. Il avait demandé à ses visiteurs de faire passer le message à ses anciens homologues de la CEDEAO. Thioro Mbarniaï, merci Mali. Toujours 4 soldats ont été tués, 12 autres blessés dans une embuscade imputée aux djihadistes entre Kona et Douenza, près de Mopti, dans le centre du pays. Une section spécialisée dans la lutte contre le braconnage est tombée dans un guet-apens tendu par des terroristes, a dit l'armée sur les réseaux sociaux. C'est la deuxième fois que les forces de sécurité maliennes essuient des pertes aussi lourdes depuis que les militaires ont pris le pouvoir. En Côte d'Ivoire, Didier Drogba écarté de la course à la présidence de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. La commission électorale a rejeté sa candidature. Les parrainages présentés par Didier Drogba ont été en partie rejetés par Farening. Décidément, la candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football est digne d'un soap opéra. Dernier épisode, la commission électorale de la Fédération ivoirienne de football a annoncé ce jeudi 27 août qu'elle invalidait la candidature de l'ancien attaquant de Chelsea, ainsi que celle de Paul Kofi Kouadio. Les parrainages présentés par Didier Drogba ont été en partie rejetés. Celui reçu de l'Africa Sport d'Abidjan au titre des clubs de division 1 et celui obtenu de l'AOFACI, arbitre au titre du groupement d'intérêt, sont irrecevables selon la commission. Le dossier de Drogba avait initialement été validé le 9 août, sans que la décision ne soit notifiée aux candidats, ce qui avait poussé la FIFA à suspendre la commission et le processus électoral. Rétablie par la FIFA, la commission a ensuite repris ses travaux sans son président René Déby, qui a claqué la porte. L'ancien ministre des Sports aurait refusé la tenue d'un nouveau vote au sein de la commission pour désigner les candidats déjà validés. Yassine Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la FIF et l'actuel vice-président de la Fédération et président de la Ligue, Sori Diabaté, ont vu leur candidature acceptée pour succéder à Augustin Sidi Diallo. Pafarening en Nouvelle-Zélande, le terroriste des mosquées de Christchurch, condamné à la prison à vie. Pour rappel, il avait abattu 51 musulmans l'année dernière lors de l'attaque de 2 mosquées. Brydon Tarrant est un suprémaciste blanc. Nous terminons avec les États-Unis. Le président Donald Trump déclare que la NBA est devenue une organisation politique après le boycott de plusieurs matchs de basket en réaction à l'affaire Jacob Blake Chatidiane Diaw. C'est tout pour cette page internationale. Voilà, merci à vous. Mamadou Fall, encore Trump et ses déclarations. C'est tromperie. C'est à la Trump, quoi. C'est le président de la première puissance mondiale.
Merci beaucoup. C'est compliqué, hein. À la veille quand même de la présidentielle, il se chamaille avec des sportifs quand même, parce que la NBA, hein, très populaire. Donc, mais ça n'a jamais été le grand amour entre Trump et la NBA. Parce que depuis, les sportifs de manière générale. Mais depuis que Trump est élu, une équipe championne de la NBA n'a jamais posé les pieds à la Maison-Blanche, ce qui n'a jamais été le cas. À chaque fois qu'une équipe gagnait la NBA, ils étaient reçus à la Maison-Blanche par le président. Mais Trump, avant même qu'il ne soit élu, c'était pas le grand amour avec ces stars de la NBA, et ça se comprend quand même. Mais leur lutte là, dire que c'est de la politique, je pense que quand même, c'est faire dans la provocation. Il ne faut pas être surpris, c'est du Trump quand même. Merci beaucoup Mamadou Fall et Cheikh Tidiane Diao pour cette première tasse actu bien servie. Tout de suite, retrouvons Mortala Gueye pour la revue des titres.